Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire destinée aux élèves de seconde. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le développement de l'administration royale dans la France de l'époque moderne. Ce thème est essentiel pour comprendre comment la monarchie a su renforcer son pouvoir. Nous aborderons notre sujet en 3 grandes parties. Tout d'abord, nous explorerons l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Ensuite, nous analyserons le renforcement de l'administration royale sous Louis XIII et Louis XIV. Enfin, nous nous pencherons sur les conséquences de cette centralisation administrative sur la société pour comprendre comment cela a influencé la vie quotidienne des Français de l'époque. Cette étude nous révélera donc les rouages du pouvoir royal, mais aussi l'évolution d'une administration qui façonne encore aujourd'hui notre pays. Commençons par l'étude de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Sur ce portrait, vous pouvez voir François Ier, le roi emblématique de la Renaissance française, qui a profondément marqué son époque par sa volonté de moderniser l'administration et de renforcer le pouvoir royal. Avant de plonger dans le contenu de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, il est important de comprendre ce qu'est une ordonnance. Une ordonnance est un acte juridique émis par le roi qui, à force de loi, sans nécessiter un vote préalable pour être appliqué. Cela témoigne du pouvoir absolu du roi, capable de légiférer directement. L'ordonnance de Villers-Cotterêts a été adoptée en 1539 sous le règne de François Ier. C'est un moment clé dans l'histoire administrative de la France. L'ordonnance de Villers-Cotterêts impose l'utilisation du français dans les actes officiels, remplaçant ainsi le latin qui était jusqu'alors la langue administrative. Les actes officiels, ce sont les textes juridiques émis par les autorités tels que les lois, les contrats, les jugements, les déclarations d'état civil, bref, ce sont tous les documents qui ont une valeur légale. En rendant le français obligatoire dans ces documents, l'ordonnance visait à uniformiser et à simplifier l'administration. Ce choix n'était pas anodin. À l'époque, le français n'était pas encore la langue parlée par tous les habitants du royaume. De nombreuses langues régionales coexistaient et l'ordonnance visait à renforcer l'usage du français en faisant la langue administrative par excellence. Cependant, dans la vie quotidienne, la population continuait à utiliser ces langues régionales. Malgré cette volonté de centralisation linguistique, la diversité linguistique de la France persistait au quotidien. L'image que j'ai placée ici est un timbre commémoratif de 1989, célébrant l'ordonnance de Villers-Cotterêts, où l'on peut lire « Le français devient la langue écrite officielle ». L'ordonnance de Villers-Cotterêts concerne également le contrôle du roi sur la population. Elle oblige les curés des paroisses à tenir des registres d'état civil, ce qui renforce le pouvoir du roi en lui permettant de mieux connaître et suivre les mouvements de sa population. Ces registres devaient inclure les baptêmes, les mariages et les sépultures, c'est-à-dire les enterrements. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, ces registres représentent un outil essentiel pour les recherches généalogiques. Ils permettent à de nombreuses personnes de retracer leurs origines familiales et d'étudier l'histoire de leurs ancêtres. Ainsi, l'ordonnance de Villers-Cotterêts a non seulement un impact immédiat sur l'administration royale, mais elle continue d'influencer notre compréhension de notre patrimoine culturel et familial. De plus, cette ordonnance limite les pouvoirs des seigneurs en redéfinissant certaines compétences qui leur étaient auparavant attribuées. Elle transfère ces compétences au roi et à ses représentants, notamment dans les domaines judiciaires, fiscal et administratifs. Ce mouvement vers une centralisation accrue est fondamental pour comprendre l'évolution de l'État français sous l'Ancien Régime.
Passons à présent à la seconde partie sur le renforcement de l'administration royale à l'époque de Louis XIII et Louis XIV. Avec le règne de Louis XIII, un tournant majeur se produit dans l'organisation de l'administration française. C'est la création des intendants. Ces nouveaux agents du roi jouent un rôle crucial dans le renforcement du pouvoir royal, tout en affaiblissant celui des nobles locaux qui exerçaient jusqu'alors une grande influence dans leur province. Les intendants sont nommés directement par le roi, ce qui leur confère une légitimité et une autorité incontestables. Ils représentent le roi dans les provinces et sont chargés de superviser divers aspects de l'administration, notamment la fiscalité, c'est-à-dire les impôts, mais aussi la justice, la police et l'économie. Ce système permet au roi de contrôler plus efficacement le territoire français en assurant une application uniforme de la loi et en consolidant le pouvoir central. Les rois ont établi un système fiscal plus uniforme pour mieux gérer les finances du royaume. Pour ce faire, des officiers royaux ont été nommés spécifiquement pour collecter les impôts, ce qui contribue à renforcer le contrôle royal sur l'économie. Parmi ces impôts, on trouve la taille, qui est un impôt sur la propriété et le revenu, et la gabelle, qui est un impôt sur le sel. La taille s'applique principalement aux habitants en fonction de leur richesse, tandis que la gabelle, quant à elle, est un impôt qui touche tous les habitants, puisque le sel était alors un produit de première nécessité pour la conservation des aliments. En centralisant la collecte des impôts et en nommant des officiers royaux pour cette tâche, les rois peuvent mieux surveiller les finances du royaume et s'assurer que les revenus sont bien utilisés pour soutenir l'administration et l'armée. Cela représente une étape importante dans la création d'un État moderne, où le pouvoir royal est soutenu par une base fiscale solide. Au niveau judiciaire, les lettres de cachet font leur apparition sous le règne de Louis XIII et leur utilisation se généralise sous Louis XIV. Ces lettres, signées par le roi et scellées avec le cachet royal, représente un outil puissant du pouvoir monarchique. Les lettres de cachet permettaient à un individu d'être arrêté, exilé ou emprisonné sans procès, sur un simple ordre du roi. Ce mécanisme illustre bien la concentration des pouvoirs entre les mains du monarque et sa capacité à agir sans tenir compte des procédures habituelles. Bien que cela ait été perçu comme un moyen efficace de maintenir l'ordre et de réprimer les opposants, cela a également soulevé des préoccupations concernant l'arbitraire et l'injustice, car des personnes pouvaient être punies sans avoir la possibilité de se défendre. Ce sera d'ailleurs une des mesures supprimées sous la Révolution française. Ainsi, les lettres de cachet symbolisaient un aspect fondamental du pouvoir royal à l'époque, où l'autorité du roi s'étendait à tous les domaines de la vie, y compris la justice. Sous le règne de Louis XIV, la centralisation du pouvoir atteint son apogée, faisant de lui l'incarnation même du pouvoir absolu. Toutes les décisions importantes sont désormais centralisées à Versailles, le palais royal qui devient le cœur de l'administration française. Les ministres et les intendants sont tenus de se rendre au palais pour rendre compte de leur travail au roi et obtenir ses directives. Cette pratique renforce l'autorité du roi et assure qu'aucune décision ne soit prise sans son approbation. Le roi devient ainsi le chef incontesté de l'État, supervisant tous les aspects de la vie politique, économique et sociale du royaume. La célèbre devise du roi, « L'État, c'est moi », résume parfaitement cette vision du pouvoir. Louis XIV se voit comme le représentant de l'État lui-même, affirmant que sa volonté est celle de sa nation. Passons à la troisième partie sur les conséquences de la centralisation administrative sur la société.
La première conséquence est l'affaiblissement de la noblesse traditionnelle et l'émergence d'une nouvelle élite administrative. La noblesse, c'était une classe privilégiée qui détenait ses pouvoirs par la naissance et l'hérédité. Elle était essentiellement composée des descendants des anciens chevaliers du Moyen Âge. Avec la centralisation administrative, la noblesse commence à perdre de son pouvoir et de son influence, car le roi cherche à s'entourer de bureaucrates loyaux qui dépendent directement de lui. Une bourgeoisie cultivée et formée pour les affaires administratives émerge donc peu à peu, remplaçant la noblesse dans les rôles gouvernementaux. Ces nouveaux administrateurs sont souvent plus compétents que les nobles, car ils ont reçu une éducation adaptée aux besoins de l'État moderne. De plus, cette bourgeoisie est généralement fidèle au roi, car leur ascension sociale et professionnelle est directement liée à la faveur royale. Un exemple marquant de cette dynamique est Colbert, le ministre des Finances de Louis XIV, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Vous le voyez là sur l'illustration avec le roi. Il a joué un rôle clé dans la réforme économique et administrative de l'État. Ainsi, la centralisation administrative a non seulement transformé le paysage politique, mais elle redéfinit également les bases sociales de la France, ouvrant la voie à une société où la loyauté au roi prend le dessus sur la noblesse héréditaire. La centralisation administrative sous Louis XIV a également conduit à plusieurs autres conséquences sur la société française. Tout d'abord, les lois et les pratiques ont été uniformisées, ce qui a considérablement réduit les particularités régionales. Cette uniformité juridique a permis au roi d'exercer un contrôle plus strict, mais également elle a entraîné des ressentiments parmi les populations locales qui voyaient leurs traditions et leurs coutumes négligées, mises de côté. De plus, pour financer ses ambitions militaires et ses projets royaux, Louis XIV a lourdement augmenté les impôts. Cette politique fiscale a alimenté des tensions sociales croissantes, notamment chez les classes les plus défavorisées qui supportaient le poids de cette pression fiscale accrue. Enfin, la centralisation a favorisé la diffusion de la langue et de la culture française à travers le royaume, contribuant ainsi à la formation d'un sentiment d'identité nationale. Désormais, les Français, ce sont ceux qui parlent le français. Voilà, c'est terminé. J'espère que tout a été clair, que vous avez trouvé cette leçon instructive. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires encourageants, c'est toujours apprécié et enrichissant. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.